Bonjour, je me présente, Didier Simon des conférences Raphaël. Je vais vous présenter une conférence d'ORL et de chirurgie cervico-faciale. Je suis actuellement praticien hospitalier dans le service d'ORL à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Alors nous allons commencer par ce premier dossier où il s'agit d'une patiente de 52 ans qui consulte en urgence pour l'apparition brutale de vrais vertiges rotatoires, invalidants, avec nausées et vomissements, empêchant la station debout. Ces vertiges durent maintenant depuis plusieurs heures et sont permanents. Elle ne se plaint pas d'hypoacousie ou d'acouphènes, l'examen neurologique est normal. C'est le premier épisode de ce type. Elle n'a aucun antécédent particulier et ne prend habituellement pas de traitement. La première question qui vous est posée: comment peut-on différencier un syndrome vestibulaire périphérique d'un syndrome vestibulaire central? Alors, il s'agit de la question la plus importante de ce dossier, puisqu'elle concerne un fait important que vous devez avoir connaissance. Il faut absolument pouvoir différencier, bien sûr pour un dossier pour votre examen, et ça vous servira également aux urgences devant un patient, il faut absolument que vous puissiez différencier un patient qui a un syndrome vestibulaire périphérique d'un patient qui a un syndrome vestibulaire central. Et il y a des choses très simples à se rappeler. Le premier critère, qui est un critère d'interrogatoire, c'est le critère qui concerne l'aspect du vertige. Donc il faut interroger nos patients, puisque les patients, quand ils viennent vous voir en consultation, ils vont dire qu'ils ont un vertige, mais pour eux, vertige, ça veut dire beaucoup de choses. Mais pour nous, pour avoir un problème périphérique, et éventuellement donc dans un dossier, il faut absolument que le patient vous spécifie qu'il s'agit d'un vrai vertige et surtout rotatoire. C'est-à-dire qu'il faut l'interroger pour qu'il vous dise, voilà, j'ai les objets qui tournent toujours dans le même sens, ou bien eux-mêmes tournent toujours dans le même sens, dans le sens horaire ou anti-horaire. C'est ça la définition d'un vrai vertige rotatoire. Et on le différencie déjà parfaitement de ce qui est central, ou dans un syndrome vestibulaire central, que ce soit dans un énoncé de dossier ou sur le patient, quand vous l'interrogez. Dans un syndrome vestibulaire central, il vous dira plutôt des sensations vertigineuses, c'est-à-dire des sensations de déséquilibre, l'impression d'être dans un bateau, l'impression d'être sous. Ça, on appelle ça des sensations vertigineuses, et on n'est plus dans le cadre de vrais vertiges rotatoires. Donc c'est vraiment le point crucial en premier à rechercher dans le cadre d'un syndrome vestibulaire périphérique. Il faut qu'il y ait un vrai vertige rotatoire décrit par le patient. Deuxième chose importante dans un syndrome vestibulaire périphérique, il faut rechercher et apprécier l'existence d'un syndrome postural harmonieux, qui est toujours présent dans un syndrome vestibulaire périphérique. Par contre, bien sûr, dans un syndrome vestibulaire central, il n'y a pas de syndrome postural harmonieux. Troisième élément important, le problème du nystagmus. Le nystagmus, c'est toujours quelque chose que vous avez, où vous avez des difficultés à retrouver ce signe et surtout à l'analyser, alors que globalement, il faut rester sur des choses très très simples sur le caractère du nystagmus pour pouvoir justement différencier s'il s'agit d'un syndrome vestibulaire périphérique ou d'un syndrome vestibulaire central. Et le principal caractère de ce nystagmus, c'est de savoir s'il est unidirectionnel, et alors là, ça sera périphérique, ou multidirectionnel, et là, ça sera plutôt central. Alors là encore, c'est des termes qui sont simples, et il faut les analyser bien sûr lors de l'examen du patient. Je vous rappelle que le nystagmus, c'est par définition une déviation du globe oculaire, et on décrit, et comme on le verra un peu plus loin dans ce dossier, on décrit un sens par convention, le sens de la secousse rapide pour décrire un nystagmus, et son sens, bien sûr, caractère unidirectionnel. La direction, c'est savoir s'il est plutôt horizontal ou plutôt vertical. Et le caractère unidirectionnel, et notamment horizontal, voire même horizonto-rotatoire, c'est ce qu'on recherche dans un syndrome vestibulaire périphérique, à la grosse différence d'un nystagmus plutôt d'origine centrale, où le nystagmus sera alors multidirectionnel. Quand on parle de nystagmus multidirectionnel, c'est un nystagmus qui va être à la fois horizontal et vertical. Bref, pour vous en souvenir, c'est un nystagmus qui va battre partout, dans tous les sens, un peu n'importe comment. C'est l'anarchie, donc c'est central, c'est neurologique, et c'est pas périphérique. Donc on retient bien
pour ce problème de nystagmus qu'il faut rechercher toujours à l'examen clinique d'un patient qui se plaint de vertige. C'est un très très bon signe. Et s'il est présent, pour un périphérique, il faut qu'il soit dans un seul sens. Et vous verrez, quand c'est horizonto-rotatoire, donc unidirectionnel, c'est vraiment en faveur de quelque chose de périphérique. Le globe oculaire va battre dans ce sens-là. C'est vraiment très facile à voir. Quand on l'a vu une fois, on s'en souvient toujours, c'est nystagmus. Et je vous montrerai un exemple un petit peu plus tard. C'est vraiment les 3 choses primordiales pour caractériser un syndrome vestibulaire. Et puis on associe des petites choses qui semblent évidentes, mais sur lesquelles il faut aussi insister dans un dossier. Et ça, c'est évident, mais on le rappelle toujours, puisque ça fait partie aussi de la cotation. S'il existe, quand on vous énonce le dossier, qu'il existe, soit à l'interrogatoire, surtout à l'interrogatoire, l'existence de signes cochléaires associés. Qu'est-ce qu'on appelle des signes cochléaires? C'est bien sûr l'existence d'acouphènes, des bruits, des sifflements dans les oreilles, voire une diminution d'audition, donc une surdité, une hypoacousie. On comprend bien que si on décrit des signes cochléaires, acouphènes, troubles de l'audition, forcément, on peut logiquement considérer, même si on n'y connaissait pas grand-chose, qu'on est plutôt dans quelque chose de périphérique. A l'inverse, vous voyez que pour le syndrome vestibulaire central, il n'y a jamais de signe cochléaire associé. Donc là encore, il faut en prendre compte dans l'énoncé de votre dossier et toujours, bien sûr, si vous avez un patient devant vous. Et enfin, le dernier critère qui va de soi, mais qui là encore est obligatoire à dire, il est bien évidemment normal de dire que si vous avez un syndrome vestibulaire périphérique, forcément, l'examen neurologique sera normal. A l'inverse, on décline la même chose par rapport au syndrome vestibulaire central. En cas d'un syndrome vestibulaire central, évidemment, dans votre énoncé de dossier, vous aurez des perturbations d'examen neurologique qui vous seront notées. Donc forcément, examen neurologique anormal, ce n'est pas ORL. Et ça vous rendra service, bien sûr pour votre examen, mais également plus tard, quand vous serez en pratique devant un patient. Si vous notez un examen neurologique anormal, c'est même pas la peine de rechercher quelque chose au point de vue ORL. Donc ça, c'était une question, la principale question du dossier à bien connaître. Il faut qu'à la fin de ce dossier et dans vos révisions de vos dossiers d'ORL, il faut que vous sachiez parfaitement différencier un syndrome vestibulaire périphérique d'un syndrome vestibulaire central. C'est la chose la plus importante pour les dossiers, cet item sur les vertiges. Et pour aller un petit peu plus loin, toujours dans ce problème de syndrome vestibulaire, donc vraiment pour aller encore plus loin dans les détails, pour vraiment vous embêter et que après ça vous pose plus jamais de problème, je vous ai posé encore une question supplémentaire sur le syndrome vestibulaire périphérique et je vous demande ce qui vous manque dans l'examen clinique de l'énoncé du dossier, dans l'examen clinique initial, qu'est-ce qui vous manque qui confirmerait l'origine périphérique du syndrome vestibulaire. Certes, vous aviez des petites informations, mais il vous manquait des détails pour caractériser encore mieux ce syndrome vestibulaire périphérique. Et en fait, il y a 2 choses principales qui manquaient à l'examen clinique initial. Et on en a déjà un petit peu parlé, mais on va le revoir encore plus en détail pour que vous ayez bien compris, parce que ça vous pose toujours des problèmes, ça vous semble toujours très très compliqué, ces problèmes d'examen neurologique, de sens, de déviation, etc. C'est toujours très difficile. Là, je vais vous le présenter facilement pour que vous le reteniez. Ce qu'on recherche, bien sûr, et qu'il n'y avait pas à l'examen clinique initial, c'est qu'on recherche toujours, par rapport au syndrome postural harmonieux, j'en ai parlé très rapidement et j'ai fait exprès de ne pas insister parce que je savais qu'il y avait la question après, c'est qu'on se pose le problème également, et il n'y avait pas ça dans l'énoncé du dossier, c'est il faut rechercher les déviations posturales justement pour confirmer qu'il existe bien un syndrome postural harmonieux. Et quand on parle de syndrome postural harmonieux, ce dont on parle, bien sûr, c'est le sens de ces déviations posturales. Et là encore, c'est très simple à comprendre. Il y a 2 choses à faire lors de votre examen clinique qui vont confirmer qu'il existe un syndrome postural harmonieux. C'est des choses en plus très faciles à faire. C'est la manœuvre de latéralité des index et la manœuvre de Romberg. Alors, ça, en général, vous le savez. Après, ce qui vous pose plus de problèmes, c'est pour le côté de la lésion. Et c'est ça qui va caractériser le fait que ça soit harmonieux. Et bien là, il suffit de partir d'un concept très simple, banal, et ça va aller aussi un peu plus loin par rapport aux suites du dossier pour que vous ayez bien compris le diagnostic sur lequel on va venir très progressivement. C'est qu'il faut considérer, si vous me regardez, qu'il y a 2 organes de l'équilibre. On parle bien d'un problème périphérique. Les organes périphériques de l'organe de l'équilibre, il y en a un de chaque côté, un à droite, un à gauche. Et si on prend l'exemple simple, on le verra toujours un peu plus tard dans ce dossier, mais prenons l'exemple de quelqu'un qui a une destruction
complète de son organe de l'équilibre à droite. Donc voilà, je suis le patient. J'ai une destruction de mon organe de l'équilibre à droite. Donc on est bien dans un problème périphérique à droite. Et bien si vous avez votre patient et vous lui faites ces deux manœuvres, vous allez faire le Romberg. Forcément, je tombe de mon côté lésé. Et si on fait la latéralité des index, pareil, ça va dévier du côté lésé. Donc on fait bien ces deux manœuvres à l'examen clinique, la déviation des index et le Romberg, et on va confirmer que ces deux examens, entre guillemets, penchent du côté lésé. Donc on est bien dans un contexte de déviation posturale harmonieuse. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, pour que là aussi vous l'intégrez bien, c'est le problème du nystagmus, qui vous manquait aussi à l'examen clinique initial. Donc on recherche bien sûr l'existence d'un nystagmus, ces déviations du globe oculaire, du mouvement des globes oculaires, qu'on voit très très bien là sur la vidéo. Regardez bien. Voilà, vous voyez là, vous ne pouvez pas vous tromper. Là, maintenant vous en aurez vu un. Et vous voyez, vous voyez bien un nystagmus, avec bien sûr à noter le sens du nystagmus. Voilà, vous regardez bien. Vous voyez bien que la secousse rapide va battre du côté gauche. On va faire repartir la vidéo. Mais vous voyez que là encore, il s'agit d'un nystagmus horizonto-rotatoire. Vous allez revoir la vidéo qui passe. Vous voyez qu'il y a un mouvement vraiment du globe oculaire, horizonto-rotatoire, avec le sens du nystagmus qui va apparaître, puisque je vous rappelle que par convention en neurologie, ce qui est le plus facile à voir lors de l'examen clinique, c'est la secousse rapide et pas la secousse lente. Et c'est pour cette raison que si on prend toujours cet exemple de patient qui a un syndrome vestibulaire périphérique droit avec un syndrome postural harmonieux avec les déviations du côté lésé, et ben globalement pour le nystagmus et pour le sens du nystagmus, toujours dans un syndrome vestibulaire périphérique, et ben on va avoir la secousse rapide du nystagmus qui va battre du côté sain. En l'occurrence, quelqu'un qui aurait un syndrome vestibulaire périphérique droit, une destruction complète de l'organe de l'équilibre droit, et ben il va avoir forcément une déviation de sa secousse rapide du globe oculaire vers le côté gauche, c'est-à-dire vers l'organe sain. C'est ce qui va apparaître sur le nystagmus, où vous allez voir que ça va battre de ce côté-là. Voilà, on va relaisser un petit peu les choses. Je vous parlerai aussi de cet examen. Ça se fait, c'est une vidéo nystagmoscopie, donc on met une caméra sur les yeux du patient chez lequel on veut examiner donc les sens, les déviations des nystagmus, et l'on voit très très bien apparaître les secousses rapides dans un sens horizonto-rotatoire. Regardez bien, horizonto-rotatoire qui va battre du côté gauche, du côté sain. Donc on est bien dans le cadre d'un syndrome vestibulaire périphérique. C'est ce qui vous était demandé à cette question. Donc vous voyez, comprenez bien tous ces sens. Vous voyez que finalement au départ ça paraît très compliqué, mais quand on vous les explique en partant du concept qu'on a un organe de l'équipe qui est détruit, et c'est de là-dessus qu'il faut partir pour bien comprendre les choses, à ce moment-là vous aurez la compréhension de ce qui se passe et ça ne posera plus de problème pour vous. Alors après, toujours dans ce dossier, troisième question, devant ce tableau clinique dont on a parlé, est-ce que vous demandez un scanner cérébral en urgence ? Alors quand on vous pose une question de ce type, bien sûr, il faut répondre par oui ou par non, hein, parce que ça vous donnera des points. Donc bien sûr, la réponse, c'est non. On ne va pas demander de scanner cérébral en urgence. Pourquoi ? Puisqu'il existe à l'évidence un syndrome vestibulaire périphérique évident, qu'on vous dit que l'examen neurologique est normal. Donc globalement, vous imaginez bien que si un patient vient aux urgences avec un vrai syndrome vestibulaire périphérique à l'examen clinique, en plus son examen neurologique est normal, bah globalement, on a éliminé quand même les choses graves, et globalement, on va se passer d'un examen par tomodensitométrie cérébrale. Par contre, ce qu'on peut proposer dans cette question, bien sûr, c'est qu'un examen clinique peut se modifier par rapport à l'examen clinique initial aux urgences. C'est-à-dire que c'est ce qu'on répond toujours dans nos réponses quand on a un patient devant nous, mais également pour vos dossiers, pour votre examen. Proposez quand même bien sûr une surveillance et vous dites qu'au cours de votre surveillance, bien sûr, s'il y a une modification de l'examen clinique, notamment modification de l'examen neurologique, ce qui peut arriver, on peut parfaitement être amené à hospitaliser des patients qui ont au départ des choses qui ne sont pas toujours très très claires,
avec éventuellement plutôt quelque chose de périphérique, et puis apparition de signes neurologiques ou aggravation de certains signes qui va vous faire redresser votre diagnostic. Et peut-être qu'à ce moment-là, si dans la surveillance, il y a quelque chose de péjoratif qui apparaît, peut-être qu'il serait de bon ton de demander un scanner cérébral, voire même une IRM, dans certains cas, en urgence, selon le contexte. Donc, par rapport à quelque chose de périphérique, forcément, s'il y a quelque chose de différent qui apparaît, il faut, au cours de la surveillance, proposer des examens complémentaires plus précis. Alors, chez ce patient, on va revenir à notre patient et on vous demande à cette question, quel est le principal diagnostic à évoquer, pourquoi? Alors là, vous avez vraiment tous les signes d'un diagnostic qu'on appelle la névrite vestibulaire, puisque, semble-t-il, il s'agit d'un début brutal. Donc ça, c'est très caractéristique de la névrite vestibulaire. Il s'agit, là encore, de vrais vertiges rotatoires. Et le caractère invalidant, là encore, quand on parle de quelque chose d'invalidant, invalidant, ça veut dire nausée, vomissement. En gros, pour vous souvenir, c'est les gens qui, quand ils sont aux urgences, ils sont allongés dans leur brancard d'examen, avec la chemise de l'assistance publique ouverte derrière, là, et ils sont sur le côté, en position de chien de fusil, avec le haricot sous la bouche, et ils ont des nausées, des vomissements, et dès que vous approchez d'eux, ils vous vomissent dessus. C'est ça, le caractère invalidant de vrais vertiges rotatoires. Là, on pense vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il va falloir faire une surveillance des examens et un traitement. Un élément important aussi dans le diagnostic, pas de signe cochléaire. Pas de signe cochléaire, on a dit que c'était acouphène tout à l'heure et problème d'audition, donc on va mettre surdité, comme ça vous le retenez. Si on n'a pas de surdité, pas d'acouphène, c'est vrai que c'est plutôt ce qu'on voit dans une névrite vestibulaire quand on a un vrai vertige rotatoire. Et ça permet de différencier déjà d'un autre diagnostic que certains ont peut-être posé par erreur. Et quel est ce diagnostic différentiel? Alors je vous donne 2 secondes devant votre écran pour essayer de réfléchir sur qu'est-ce qui peut donner un dossier presque similaire à des vrais vertiges rotatoires, mais la même chose, début assez brutal, vrai vertige rotatoire, avec acouphène surdité. Allez-y, quelques secondes, vite. On parle bien sûr de maladie de Ménière. C'est le diagnostic différentiel. Donc la principale différence entre ces deux diagnostics, et vous l'aurez toujours à différencier par rapport à l'énoncé, ça vous sera spécifié, bien sûr, l'existence de signes cochléaires. Dans la névrite, il n'y a jamais de signes cochléaires. Dans la maladie de Ménière, vous aurez toujours la triade qui associe vertige, plus acouphène, plus surdité. Donc vous voyez que c'est très facile à différencier les deux. Et un autre élément très important, c'est que la maladie de Ménière, c'est une évolution par crise, alors que la névrite vestibulaire, c'est accidentel, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un seul épisode et on n'en parle plus. Donc ça n'a rien à voir, là encore, entre ces deux diagnostics. Donc c'est des petites choses qu'il faut savoir pour ne pas vous tromper dans les différents diagnostics que je pourrais évoquer sur les dossiers de vertige. Donc c'est comme ça qu'il faut différencier ces deux diagnostics. Autre élément pour une névrite vestibulaire, l'examen neurologique est normal. Donc ça c'est plutôt dans les critères toujours périphériques, puisque je suis d'accord avec vous, la maladie de Ménière, il y aura un examen clinique neurologique normal également. Et puis, un élément toujours important, on y reviendra, c'est caractériser toujours la durée des vertiges, puisque là encore, plusieurs heures, c'est un élément de durée qui est important dans l'orientation étiologique et qu'on retrouve effectivement dans la névrite vestibulaire. Mais de toute façon, vous verrez qu'à la fin de ce dossier, je vais vous faire un petit rappel sur une petite classification très simple à retenir qui vous permet justement de différencier tous les grands types de vertiges pour les grands types de dossiers que vous pouvez avoir pour votre examen. Et c'est des petites notions simples qui vous aideront dans la rédaction de vos dossiers. Donc là, le diagnostic qu'il fallait retenir, c'est une névrite vestibulaire. Alors, quelle en est la cause habituelle de la névrite vestibulaire? Et ça permet également de répondre un petit peu à vous expliquer ce que c'est qu'une névrite vestibulaire. En fait, en gros, on suspecte le plus souvent une cause virale. Donc c'est la principale suspicion. Après, on ne peut pas en être sûr à 100%, mais on a remarqué quand même que ces épisodes de vertige arrivent fréquemment dans les suites d'un simple rhume, d'un syndrome infectieux banal, une angine, un rhume, on ne sait pas trop ce qui se passe. Probablement que cette cause virale va atteindre l'organe de l'équilibre et éventuellement le nerf de l'équilibre,
et entraîner ces petits désagréments et une destruction, c'est ça qu'il faut comprendre, une destruction de l'organe de l'équilibre. Et je vous rappelle à nouveau que si vous retenez ça, destruction de l'organe de l'équilibre, bah, ça veut dire forcément périphérique avec les signes qu'on a vus dans les questions précédentes. Ça vous permet de les retrouver. Donc c'est ce qu'on suspecte. Après, on ne peut pas en être sûr, on ne peut pas faire de sérologie virale, et c'est la cause à suspecter en priorité. Toujours dans ce problème de névrite vestibulaire, et ça permet de répondre aussi parfois aux petites difficultés que vous avez à retenir certains examens complémentaires en ORL. Et la question que je vous pose en question 6, c'est faut-il pratiquer des épreuves vestibulaires? Pourquoi? Quand? Quel résultat retrouverait-on? Il y a beaucoup de questions. Alors, toujours pareil, faut-il, c'est soit oui, soit non. Donc la réponse c'est oui, puisque en ORL, vous verrez que dans cette conférence, je vous donnerai quelques éléments par rapport aux examens complémentaires que vous pourriez demander et qui vous correspondent forcément à un certain type de pathologie, et il n'y aura pas besoin de mélanger les choses. Exemple, le seul examen qu'on vous demande dans les problèmes de vertige, qu'on pourrait vous demander dans les problèmes de vertige, c'est ce qu'on appelle les épreuves vestibulaires. Alors, globalement, je ne suis pas sûr que vous ayez besoin de retenir les résultats de cet examen, parce que c'est des résultats des examens qui sont très spécialisés, et vraiment c'est vrai que pour votre examen, ce serait pas très sympathique de vous donner en iconographie le résultat analysé d'une épreuve vestibulaire, parce que je pense que même il y a beaucoup d'ORL qui ne savent pas trop bien analyser ces examens, donc je ne suis pas sûr que vous ayez obligation de savoir exactement ce qu'il en est, mais il y a quand même quelques notions de ce que c'est, ces épreuves vestibulaires. En fait, c'est pourquoi on le fait, c'est pour confirmer l'hypothèse qu'on a posée de névrite vestibulaire. C'est bien sûr là la notion que vous devez connaître, et là aussi c'est très facile à comprendre, c'est que ça ne se fait jamais en urgence. Ah, pourquoi on ne fait pas ça en urgence? Vous m'avez mis vertige, épreuve vestibulaire, pourquoi pas en urgence? Là vous comprenez bien qu'on a dit tout à l'heure, et vraiment c'est le cas, quand quelqu'un a une névrite vestibulaire, je vous promets, il est dans un lit d'examen, dans un brancard d'examen. Dès qu'on s'approche de lui, il vous vomit dessus, il est nausé, il n'est pas bien du tout. C'est impossible de lui faire l'examen au niveau pratique. Il est impossible de réaliser cet examen. Puisque de la même façon, si on vous demandait, ça pourrait vous être demandé, est-ce qu'il y a besoin de faire un audiogramme chez un patient qui a un problème de vertige? La réponse, ce serait bien sûr, le plus souvent, on fait toujours un examen audiométrique pour vérifier que l'audition n'est pas perturbée chez les gens qui ont un problème de vertige. Mais là encore, dans le contexte d'urgence chez quelqu'un qui est complètement invalidé par ses vertiges, il est hors de question de le mettre debout, assis, le mettre dans une cabine avec un casque. C'est impossible à faire. Il n'est pas en mesure de réaliser ces examens. Il est vraiment pas bien du tout au fond de son lit, au fond de son truc d'examen. Au niveau des épreuves vestibulaires, de quoi s'agit-il? C'est un examen qui consiste à mettre de l'eau froide et de l'eau chaude dans chaque oreille alternativement, puisqu'il faut savoir que quand on vous met de l'eau chaude et de l'eau froide dans les oreilles, même si vous n'avez pas de problème d'équilibre, ça déclenche une réponse réflexe avec des petits nystagmus, des petites secousses nystagmus qui sont normales. Quand on a un problème d'organe de l'équilibre, quand on stimule l'organe de l'équilibre en mettant du chaud et du froid, et en fait, on va entraîner des réponses au chaud et au froid qui peuvent être plus importantes ou moins importantes selon la maladie de l'organe de l'équilibre. Donc quand on fait des épreuves vestibulaires, on stimule l'organe de l'équilibre par du chaud et du froid. C'est pour ça que des fois ça s'appelle, vous lirez qu'on appelle ça également des épreuves caloriques, parce qu'on met du chaud et du froid dans les oreilles. C'est un examen qui dure un quart d'heure, 20 minutes, mais qu'on peut faire uniquement quand le patient a beaucoup moins de signes et n'est plus dans le contexte d'urgence très très mal. Il n'est pas possible d'imaginer mettre de l'eau froide et de l'eau chaude chez un patient qu'on peut à peine mettre debout. Déjà pour faire le Romberg et la latéralité des index dont on parlait tout à l'heure, parfois c'est même très difficile parce qu'ils tiennent à peine debout. Donc c'est un examen qui est important pour confirmer le diagnostic, qui n'est pas à faire en urgence parce qu'on ne peut pas le faire du fait de la réalisation pratique de cet examen.
Et si on devait le faire un petit peu à distance quand le patient va un petit peu mieux, bah forcément, là encore, je crois que c'est la seule chose qu'on pourrait éventuellement vous demander dans cette épreuve vestibulaire, c'est qu'on comprend bien que si on part toujours sur le principe que dans la névrite vestibulaire, on a une destruction définitive de l'organe de l'équilibre, bah on comprend bien que si l'organe est détruit, bah si on le stimule, rien du tout, aréflexie, donc forcément, l'organe ne répond plus. Donc les résultats de cet examen, des épreuves vestibulaires ou caloriques, montrent du côté de l'organe atteint une aréflexie, l'organe ne marche plus. Quelle prise en charge peut-on proposer en urgence chez un patient qui a des gros vertiges invalidants? Là, c'est une question très classique et il faut répondre de la façon la plus simple possible. Vous vous embêtez pas, je vous ai expliqué déjà 3-4 fois dans ce dossier que le patient est très invalidé, donc ça veut dire forcément hospitalisation. Le patient, il est hors de question qu'il rentre chez lui, il vomit, il a des nausées, il n'est pas bien, on ne peut pas le bouger, forcément on va l'hospitaliser. Qui dit hospitalisation, on dit bien sûr pose d'une voie veineuse périphérique. Et comprenez bien que tout patient qui a des gros vertiges vrais, invalidants, rotatoires, le but du traitement en urgence, c'est la question qu'on vous pose en urgence, c'est un traitement symptomatique. Symptomatique, ça veut dire quoi? C'est simple, le patient il vient parce qu'il a des vertiges, le seul traitement qui marche très très bien et qui est un antivertigineux, le seul qui est connu, c'est du Tanganil. Et vous faites toujours pareil, Tanganil, IV, une ampoule 3 fois par jour. On traite vraiment le symptôme. Il a un deuxième symptôme invalidant, c'est qu'il a des nausées et des vomissements. Là, c'est pareil. On va lui donner du Primperan en IV, une ampoule 3 fois par jour. Vous voyez que c'est très simple comme prise en charge. Traitement uniquement symptomatique contre les vertiges, contre les nausées et les vomissements. De temps en temps, on aime bien donner aussi un peu d'anxiolytique ou sédatif pour bien les shooter, pour que vraiment ils soient plus gênés par leur symptomatologie. On réinsiste à nouveau et on le met dans les prescriptions sur la surveillance de l'amélioration des signes cliniques et surtout surveillance par l'examen neurologique qu'on réitère régulièrement pour voir s'il n'y a pas d'apparition d'autres problèmes qui pourraient éventuellement aggraver la situation. Plus particulièrement, une fois qu'on a fait le traitement d'urgence dans la névrite vestibulaire, il faut insister au niveau du traitement de la névrite vestibulaire dans le sens où il faut proposer au patient un lever précoce et prévoir à la sortie des séances de kinésithérapie de l'organe du vestibule. Et on va comprendre pourquoi dans la question suivante, puisque globalement, vous avez compris qu'il y a une destruction définitive d'un des deux organes de l'équilibre. Je dis bien définitif, ça veut dire qu'il n'y aura plus rien après, plus d'organes de l'équilibre d'un côté, et compte tenu du fait qu'on a deux organes de l'équilibre, l'organe de l'équilibre restant qui marche, si on avait pris l'exemple au départ du droit qui était détruit définitivement, il ne reste plus que le gauche, et c'est le gauche qui va progressivement remplacer le droit qui ne fonctionne plus. Et pour qu'il puisse fonctionner, rétablir un petit peu l'équilibre, c'est une rééducation qui se fait. Et c'est pour ça qu'on propose un lever précoce des patients. On leur dit bien, quand ils sont hospitalisés, qu'il ne faut pas qu'ils restent au fond de leur lit et attendre avec les vertiges qui continuent. Non, il faut au contraire, même s'il y a des vertiges, qu'ils les obligent à se lever pour que l'organe qui reste se rééduque et rééduque l'organe qui ne pourra plus marcher. Donc il va apprendre à garder son équilibre, le patient, avec un seul organe, mais ça nécessite un petit peu de temps. C'est la question qu'on vous pose. Quelle est l'évolution habituelle des névrites vestibulaires? Eh bien, c'est heureusement une guérison complète, avec en général une amélioration de la symptomatologie sur une semaine et une disparition le plus souvent complète des vertiges en un mois. Pourquoi? Comme on l'a dit, parce que l'organe qui reste va compenser l'organe qui est détruit définitivement. Donc on appelle ça une compensation de l'organe vestibulaire contralatéral, et c'est ça qui va permettre au patient de retrouver un équilibre satisfaisant. Donc c'est une évolution qui est bonne, il n'y aura pas de récidive, on sera guéri et ça prend un petit peu de temps. Donc bien évidemment, si dans un dossier de ce type, on vous précise que le patient a une profession
à risque. Je prends l'exemple habituel, et ça arrive assez souvent, d'un patient qui, par exemple, est chauffeur routier ou conducteur de bus, conducteur de métro. Bah, il est évident, ou pilote d'avion, il est évident qu'il ne faudra pas oublier de proposer un arrêt de travail et une surveillance régulière de récupération complète des vertiges avant qu'il puisse reprendre ce type d'emploi, puisque les conséquences peuvent être embêtantes sur quelqu'un qui conduit un autobus s'il a des vertiges. Alors, quelques mots de conclusion sur ce dossier et sur cet item vertige. Je répète qu'il est forcément obligatoire pour vous de savoir différencier un syndrome vestibulaire périphérique d'un syndrome vestibulaire central. Donc, on a vu comment on doit faire ça. Je vais vous rappeler rapidement une classification très simplifiée par rapport à la durée du vertige, qui va vous permettre de répondre à pas mal de dossiers sur les vertiges. Cette classification est très simple. On divise en gros 3 grosses parties par rapport toujours au problème de la durée du vertige et du type de vertige. Donc on part du concept qu'il existe un vrai vertige rotatoire, première classe, invalidant. Et on va dire que ces vrais vertiges rotatoires durent plusieurs heures. Donc là, on a 3 diagnostics possibles, 3 dossiers. Le premier qu'on a vu, l'anévrite vestibulaire, on vient de le voir, je n'y reviens pas. Le deuxième, c'est la maladie de Ménière. Je vous ai expliqué à un moment du dossier comment différencier les deux. Grosse différence, c'est que dans le Ménière, il y aura forcément en plus des vertiges acouphènes plus surdité, forcément dans l'énoncé du dossier. Et en plus, évolution par crise. On vous dira dans le dossier, le patient a déjà eu les mêmes types de crises de vertige, d'acouphènes et de surdité. Donc c'est très très facile à différencier les deux. Et troisième entité dans cette première classe, paradoxalement, c'est le syndrome de Wallenberg, qui peut se présenter sous la forme de vrais vertiges rotatoires invalidants qui durent plusieurs heures. Bah pourquoi, comment ça se fait, puisque le syndrome de Wallenberg c'est un truc central, c'est pas périphérique, ça correspond plus à ce qu'on a dit. Bah si, c'est le seul exemple, sauf que forcément vous arriverez à le différencier des deux précédents, puisque dans le syndrome de Wallenberg, même si on va vous dire qu'il y a des vrais vertiges rotatoires invalidants qui durent plusieurs heures, vous aurez forcément un examen neuro perturbé, anormal, ce qui est complètement différent de l'anévrite vestibulaire et du Ménière, où là, l'examen neurologique sera toujours normal. Donc c'est très facile de différencier ces 3 entités. Deuxième entité, c'est le VPPB, vrai vertige rotatoire invalidant. Excusez-moi, je remets juste. Il s'agit toujours d'un vrai vertige rotatoire, donc c'est la deuxième classe, mais là, ils vont plus durer quelques heures, ils vont durer quelques secondes. En fait, c'est 30 secondes à 1 minute. Et là, il y a un seul diagnostic possible, un seul dossier, c'est le VPPB. Je vous rappelle que c'est le vertige paroxystique positionnel bénin. Et si vous retenez ces 4 initiales, vous avez toutes les réponses au dossier. V pour vrai vertige rotatoire. P pour positionnel, c'est-à-dire qu'on vous décrira dans l'énoncé du dossier que les vertiges n'arrivent que lorsque le patient bouge la tête dans un certain sens. Paroxystique, c'est le caractère 30 secondes à 1 minute. Bénin, l'évolution est parfaitement bénigne. En plus, vous savez que dans cette entité, il y a une manœuvre de déclenchement qui confirme le diagnostic et un traitement qui est une manœuvre de libération qui guérit la personne. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec le dossier précédent. Et enfin, troisième et dernière entité dans cette classification très simplifiée, c'est on n'est plus dans le cadre de vrais vertiges rotatoires invalidants, mais plus dans les sensations vertigineuses. Donc ça sera plutôt des choses vers des pathologies neurologiques, c'est-à-dire sclérose en plaques, un dossier de sclérose en plaques, un accident vasculaire cérébral ou une tumeur de la fosse postérieure ou une tumeur du tronc cérébral. Donc ça, on va plutôt dans les sensations vertigineuses, les choses qui ne sont pas des vrais vertiges rotatoires, ça sera plutôt une origine neurologique. Donc vous voyez qu'avec cette classification relativement simple, sur le caractère du vertige, s'il est vraiment rotatoire ou pas vraiment rotatoire, et sur la durée du vertige, vous devriez pouvoir vous en sortir sur la majorité des dossiers de votre examen. Pour les examens complémentaires, je vous rappelle audiogramme, épreuve vestibulaire. Le traitement de la crise, c'est un traitement symptomatique. Et n'oubliez pas, et là je vraiment l'entoure et je terminerai là-dessus, n'oubliez pas l'examen neurologique qui est quand même primordial quand on parle de vertige, et ça revient toujours un petit peu
au problème de différencier un syndrome vestibulaire périphérique d'un syndrome vestibulaire central, mais ça permet vraiment de ne pas vous tromper dans vos dossiers. C'est important puisqu'on parle de ça dans les confs Raphaël pour vous aider à la rédaction des dossiers, mais ça vous aidera également quand vous serez plus grand et que vous serez aux urgences ou devant un patient de faire cet examen neurologique à l'examen clinique initial et dans la surveillance. Ça vous permet de ne pas faire d'erreur et de prendre des vertiges d'origine orale pour des vertiges d'origine neurologique et vice-versa. Donc les items abordés, c'était bien sûr l'item 344 qui est le vertige avec le traitement. C'est pour ça qu'il y avait une question sur le traitement.